toute la farce, je m'en aperçois au moment où la télé s'arrête, j'épluche mes comptes et je fais mais il est où l'argent? Je mettais tout sur la boîte et donc on voyait pas les choses qui étaient pas rentables. Oh, bien Sauf sûr. qu'au bout d'un moment, quand par exemple, tu fais moins 60 un mois, moins 62 mois, moins 63 mois, le jour où ça s'arrête, les grandes Les grandes rentrées d'argent. les grandes entrées d'argent, Ouais. bah, tu commences à mettre de l'argent perso, hop, hop, et d'un coup, il n'y a plus rien. Dans le noir, en fait, j'ai vu vraiment les êtres lumineux et qui maintenant sont beaucoup moins nombreux et qui ont changé ma vie, mais qui m'ont en plus challengé et rendu meilleur. Bienvenue dans le podcast d'Optique 2000, le podcast où on parle lunettes de soleil. On va dédramatiser tout de suite, j'espère que ça vous plaît. On a une petite nuit l'un et l'autre. Voilà, j'ai une nuit courte, du coup j'ai mis des petites lunettes parce que j'ai les yeux gonflés comme des kiwis. Donc du coup, voilà, vous profitez d'une petite monture. Et donc toi, tu te fous de moi. Je me fous totalement de toi, mais je suis en train de me dire qu'il y a peut-être une petite vibe pour moi aussi. Mais je trouve que ça fait sympa en fait, en plus dans cette ambiance et tout, ça fait un peu stylé, genre hello, comment ça va? On va prendre une voix à la Amanda Lear. C'est ça. Qu'on fait de son Genre fin de une soirée. fin de poker. Alors moi, au poker, ça se voit tellement sur mon visage. Je suis incapable de mentir. Je suis taureau, donc je ne mens pas. Ah ouais. Ah bon, les taureaux ne Vraiment. mentent pas? On est très honnête. Ah bon. Ouais. Je sais pas, je m'y connais pas assez. T'es en train d'avoir un flash d'un ex-taureau Non, je crois pas que n'était je crois pas que j'ai eu de taureau. Mais non, j'ai réfléchi parce que c'est vrai que moi les signes, je fais pas attention. Des fois on me dit ah t'es ça. Moi je suis Gémeaux, 3e décan, ascendant Balance. Et alors des fois j'arrive dans un dîner, on me fait ah oui t'es Gémeaux. Ah ouais. Et je fais toujours mais que tu enfin. Bonjour déjà en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu Tu sais, vois, les gens genre... qui font ah ouais d'accord, mais parce qu'ils ont connu peut-être des gens ou Alors ils qu'on ont... dirait jamais ça d'un taureau. Excuse-moi, hein. Et écoute, je sais pas, j'ai pas assez de références pour eux. Moi, alors j'ai un ex Gémeaux, donc je vois un peu le profil. Il y a un truc qui est intéressant dans ton profil. Je suis pas très douée, hein. Mais à la fois Balance et Gémeaux, t'es comme quelqu'un qui est très intelligent émotionnellement et socialement. T'as une facilité à comprendre tout de suite le groupe dans lequel tu arrives et à te mouvoir en fonction. Et ça, c'est une grande qualité dans ton taf. Ben, alors moi, je pensais que c'était mon éducation, tu vois. Mais je sais qu'on m'a toujours appris à m'intégrer dans n'importe quel milieu, que ce soit le luxe, que ce soit le retail, que ce soit au fin fond de la campagne. Et c'est ce que j'aime. Je trouve qu'avoir une intelligence sociale, c'est hyper important. Parce que moi j'évolue dans beaucoup de sphères différentes, mais c'est surtout que rencontrer le maximum de monde d'univers différents, ça t'ouvre l'esprit. Et puis aujourd'hui on est dans un monde où on essaie de nous diviser constamment parce qu'on vient de telle caste, on vient de là, nanana, on est musulman, on est truc, on est machin, ce qui me rend fou littéralement. Et en fait on est tellement pris par toutes ces divisions que personne ne pense à se tenir la main pour essayer de faire front commun. Et du coup, c'est vrai que cette intelligence, moi je l'ai eue, ça m'a ouvert toutes les portes dans la vie, ça a changé ma vie, ça a changé ma carrière. Donc il faut savoir dire merci, dire bonjour à n'importe qui, même l'assistant qui vient de brancher ton truc, amener les bounties. Moi, toutes les personnes qui travaillent autour de moi, ou pour mon image ou quoi, je respecte chaque personne, qu'elle vienne de n'importe où. Amen, on pourrait arrêter le podcast là et je serais déjà hyper satisfaite de ce qu'on vient de se dire. Non, mais parce que je sais que dans des milieux de showbiz et de machin, c'est pas souvent inné, c'est pas souvent automatique. On dit bonjour aux vedettes et puis les autres, on s'en fout. J'ai vécu des trucs. C'est horrible. Genre où je me disais, mais non, mais c'est pas possible. Surtout que toi, t'es dans le service à la base, donc tu le vois très bien. Ouais, puis en plus, quand t'es commerçant, moi, je fais le tour de mon quartier pour dire bonjour, je fais le tour de ma rue, je vais toujours savoir quels sont les ragots. Et donc, quand je suis arrivé, même en télé, je faisais le tour, j'ai lancé la petite vanne à la nana qui amenait la bouffe, le truc, le machin. Je connaissais aucun prénom parce qu'il y avait 70 personnes, mais je savais chaque personne, ce qu'elle avait comme attitude, ce qu'elle avait comme truc. Et chaque jour, j'arrivais, je faisais mon truc. Donc, des fois, j'étais en retard, donc je me faisais engueuler. Mais j'aimais l'idée que, vu que c'est les gens qui travaillaient mon image, j'avais besoin de les faire rire, de les d'égayer leur matinée avant qu'on tourne, tu vois. Et des fois, ça pouvait être un peu une perte de temps. Est-ce que je me trompe, mais je crois que tu as 2 parents d'origine sociale différente? Oui, j'ai une maman viette qui a fui le Vietnam, donc avec sa famille, donc qui est arrivée en, je vais pas dire de bêtises, mais je suis pas bonne pour ce genre de 70 ou un truc comme ça. Et mon père qui est d'une famille sicilienne et donc qui venait de 2 castes différentes.
Et donc, c'était très compliqué. Ils ont eu un vrai choc de culture. Et bon, ils ne sont pas restés mariés. Ils se sont séparés quand j'avais 5 ans. Mais du coup, ouais, c'était... C'est marrant parce que moi aussi, mes parents ils se sont séparés quand j'avais 5 ans. Et ils venaient de 2 milieux sociaux différents. Très différents. Mais je crois que j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps avec ma psy, qu'en fait, c'est devenu une force parce que très longtemps, tu te dis, mais j'appartiens à rien, en fait, parce que je ne suis jamais à 100% dans un milieu. Et à la fois, aujourd'hui, je suis sûre que ça t'apporte une grande ouverture d'esprit. Le fait d'être métisse, déjà, ça ouvre parce que du coup, t'es jamais dans les cases. T'as quand même de culture, t'as quand même des racines différentes et tout ça, puis t'en apprends tous les jours et tout ça. Moi, ce qui me perturbe un peu, c'est que mes parents, vu qu'ils ont eu un divorce sanglant, ils nous interdisaient la culture de l'autre quand on était chez l'un ou chez l'autre. Et donc, du coup, j'ai perdu... Enfin, j'aurais pu parler viette couramment, italien, machin, mais en fait, dès qu'on disait un truc ou dès qu'il y avait une influence de l'autre, machin, t'avais l'autre parent qui faisait la gueule. Donc, du coup, c'était chiant. Sur ce coup-là, c'est dommage, mais bon, peut-être qu'à force, je vais peut-être me mettre à apprendre, je sais pas, mais quand t'es petit, t'es une éponge, donc tu apprends vite. Ouais. Mais bon. Et puis c'est important aussi, plus on vieillit, plus on a besoin de comprendre d'où on vient, et c'est le genre de truc qui importe. Après, moi, ma mère, par exemple, elle est très secrète sur sa fuite du Vietnam. Elle était traumatisée. Et donc, du coup, elle ne dit rien, elle n'en parle jamais. Tu sais rien. Voilà. Et mon père, il parle pas. Donc, concrètement, les origines, c'est compliqué, quoi. Et en même temps, des deux côtés, côté Viet, il y a une grande pudeur. Je pense qu'eux, ils ont été traumatisés parce qu'ils faisaient partie de l'ancien régime. Et au renversement, ils ont dû partir, sinon ils étaient... Bien sûr. Et de côté de mon père, on n'a jamais eu une relation très saine. Donc, du coup, quand je lui posais des questions, tu vois, à la limite, il m'en décollait une, tu vois, parce que je posais trop de questions. Mais bon, il est comme ça. Hein, mais je ne déteste pas. Mais... Non, je comprends. Mais bon, c'était des enfants. T'es de quelle année, toi ? Je suis de 91. Et toi ? Moi, 86. Donc, tu vois, 86, on était quadruplés. Donc, pour avoir de l'amour, il fallait faire ça tout le temps. Évidemment. Et pour avoir... un peu d'attention, machin, c'était compliqué. Et 4 enfants, déjà, alors eux, ils avaient déjà leurs problèmes à eux. Donc, c'était hyper compliqué. Donc, c'est une enfance un peu compliquée, mais qui fait ta force, parce qu'au final, ça te donne... tu sais capter l'amour quand tu le vois, tu sais capter un drame quand il arrive, tu sais anticiper les besoins, parce que tu as vécu dans une famille nombreuse. Et donc, je m'en plains pas. Je trouve que c'était des années un peu compliquées, mais je m'en plains pas parce que ça m'a donné, ça a fait ce que je suis aujourd'hui. Ouais, t'as un grand optimisme, c'est ce qui se ressent avec une grande force. Et à la fois, je pense qu'il y a beaucoup de protection chez toi. Je sais qu'il y a des gens qui me le disent. Alors peut-être que j'ai pas assez creusé, j'en sais rien. J'ai essayé une fois de faire une thérapie pendant 1 an, mais je suis très sensible. Je suis très sensible aux choses. Et je suis très ému de choses positives et tout qui peuvent se passer. Je pleure pour... l'autre jour, on a pleuré, on faisait un dîner aux chandelles où on lisait, tout le monde devait lire des poèmes, les invités, et j'ai pleuré un peu. J'ai pleuré un peu en me disant, j'espère que ça va bien se passer, qu'on va continuer à vivre comme ça. Et j'ai pleuré. Je pleure beaucoup de joie, mais en tout cas, quand il y a un malheur, j'ai beaucoup de mal à... Mais je sais pas si... Oh, je bavarde trop, je m'éparpille. On devait parler de quoi ? On commence l'intro. Je trouve que c'est hyper intéressant, donc je m'étais dit... On fera l'intro en cours de truc. Non, mais je suis quelqu'un de sensible et tout ça. Je sais pas si je me protège, mais j'essaye d'être optimiste parce que... ça te permet de rester debout. Moi, c'est comme ça je crois qu'il faut rester droit, digne, machin. Moi, ma grand-mère, elle me disait toujours, il faut que tu restes droit, que tu sois toujours beau, que tu fasses attention, que chaque détail, quand tu rentres dans une pièce, laisse un bon souvenir. Tu sais pas qui est la personne que tu croises, tu sais pas qui tu parles, sois toujours sous ton meilleur jour, même quand les gens te parlent dans la rue, qu'on t'arrête et tout. Et donc, c'est quelque chose que je fais beaucoup, même maintenant. Alors maintenant, en plus, avec la notoriété, c'est compliqué de se faire arrêter un peu partout. Mais même quand je m'arrête, même en pleine gare, je m'arrête, je peux pas dire à quelqu'un « Ah non, j'ai pas le temps ». Parce que on m'a éduqué comme ça. Et donc, des fois, je rate un train, je rate un vol. Oula. Ah ouais, parce que les gens, ils m'arrêtent, je m'arrête, je discute, et puis après, je fais « Oh merde ». Et ma sœur, elle me bute. Parce qu'en plus, ma sœur jumelle, une de mes sœurs jumelles, c'est mon agent /manager / gestion de crise. On peut plus. J'ai raté au moins 10 trains cette année. À qui le remboursement ? Est-ce que ça te dit qu'on parte sur cette comme tu petite le sens. intro ? Moi, j'ai tendance à m'éparpiller, c'est une catastrophe. C'est pas vrai, Nicolas, j'avais pas remarqué. Non, mais vraiment, donc il faudra que tu me cadres, parce que moi, je suis tendance à...
t'inquiète parce que quand ça m'intéresse, je me laisse aussi aller. Il y a un moment, on n'est pas à la télé, il n'y a pas de coupure pub. C'est quand même un grand luxe, tu vois, d'être en face de toi et de raconter de sujets profonds. Moi, je suis toujours tellement contente, donc ça me va très bien. Avec plaisir. Mais j'ai quand même écrit une petite intro, donc je trouve qu'il faut lui faire honneur. Ah bah oui, bien sûr. Elle est courte. Je l'attends. Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis heureuse de recevoir le coiffeur star, entrepreneur et animateur télé Nicolas Waldorf. Nicolas a une énergie incroyable, une intuition à toute épreuve, un parcours de vie hors norme, mais pas pour autant un long fleuve tranquille. Hello Nicolas. Hello, c'était mignon comme intro. Tu vois, c'était court. Ouais, mais c'était très bien. C'était court mais intense, c'était très bien. Tu en as parlé dans plusieurs podcasts hyper intéressants et on l'évoquait déjà, un parcours de vie assez inédit déjà, venir d'une famille avec des quadruplés. Je crois que tu es le premier que je rencontre. C'est plutôt rare. Hein. C'est très rare. Puis on croirait pas qu'il y en a 3 autres comme moi. Tu te rends compte? Ouais, non mais c'était... j'ai de la chance. Je suis très chanceux d'avoir vécu ça parce que quand tu n'es jamais seul, tu as toujours 3 personnes dans l'univers qui pensent à toi. C'est magique ça. Tu as 3 personnes qui ont le même âge que toi, tu as grandi ensemble, tu as fait les mêmes conneries. Je suis très fier de ça. Alors bien sûr qu'on a des moments où on est plus proches les uns, moins proches. Il y a beaucoup de comparaisons. Il y a beaucoup de comparaisons. Il y a beaucoup de... Quand tu as le même âge, en plus, il y a vraiment ce truc de tout le monde se comparer sur la réussite, sur ce qu'on fait, sur l'intelligence, sur le potentiel, sur machin, les échecs. Donc tu vois, on est là pour parler d'échecs, mais je peux te dire que quand tu es entre frères et sœurs jumeaux, tous les échecs, les trucs et tout... les gens, même tes frères et sœurs, ils ont une image fausse de toi. Tu ressentais une pression, toi, en grandissant, en te disant, il faut que je m'affirme individuellement. C'était quoi ton... Alors non, j'étais indépendant, j'étais mature. Je protégeais beaucoup mes frères et sœurs de ce qui pouvait leur arriver. Okay. Mes parents s'entendaient pas. Mes parents étaient assez violents dans leur rapport. Et du coup, pour un peu... protéger mes frères et sœurs pour pas qu'ils voient tout et tout, j'avais tendance à un peu leur inventer un petit monde et puis les emmener là pour pas qu'ils voient ou machin. Et donc j'ai été un peu leur tuteur pendant l'enfance. Je comprends que tu montres pas tes émotions maintenant parce que tu devais tenir pour les autres. Ouais, mais il fallait bien qu'il y en ait un. Et puis j'aimais bien l'idée qu'ils gardent un peu plus leur naïveté. Moi, j'avais conscience très tôt de ce qui se passait, mais je le vivais pas mal. Je vivais ça comme un film. Okay. J'avais une créativité, une imagination débordante. Et donc, quand il fallait partir pressé, quand on devait prendre la voiture, on sentait que c'était tendu, qu'il y avait une dispute et tout, je vivais ça comme un film de suspense, où il allait arriver quelque chose. Okay. J'ai toujours, même quand on a dû quitter notre maison à la va-vite ou des trucs comme ça, j'avais l'impression qu'on était dans un dessin animé, tu sais, comme dans Anastasia, où elle doit quitter le palais, tu vois. Bien je sûr que je vois. J'adore ce dessin. m'inventais un truc, sans doute peut-être pour pas paniquer. On a été placés et tout, donc il y a eu quand même des moments très compliqués. Lourd. Mais j'ai eu la chance de vivre tout ça, de voir des enfants qui allaient beaucoup plus mal que moi. J'ai manqué de rien, j'ai toujours eu à manger, j'ai des machins. On avait 2 cultures, ce qui fait qu'on avait 2 familles très très différentes, où on mangeait des nems d'un côté et de l'autre on mangeait des plats italiens. Enfin, et il y avait ces disputes, et il y avait ce chaos, et il y avait cette espèce de truc de protéger mes frères et sœurs, parfois du coup comme un lion. Et un jour, à 16 ans, j'ai dit stop, j'en peux plus. Je pars, j'en ai assez fait. Et je me suis barré. Mais c'était tellement riche que j'ai vécu. J'ai vu des enfants qui avaient tout, qui avaient aucun souci et qui étaient torturés, machin. Moi, j'avais même pas le temps de... je sais pas ce qui est le mieux ou le pire, bien en fait. J'ai connu ça. Moi, c'était comme ça. Et j'étais très bien comme ça. Ce qui me fait de la peine, c'est mes frères et sœurs, parce qu'eux, ils ont été beaucoup plus heurtés, je crois, par ça. Ils l'ont beaucoup plus mal vécu. Et eux se sont souvenus des mauvais moments. Je pensais que qu'ils étaient peut-être épargnés, mais en fait, eux, ils ont beaucoup focus sur les moments tragiques. Et en fait, on pense pas, mais les enfants voient tout, sentent tout. Et parfois, quand ils ressortent un truc, j'ai l'impression que moi, j'ai oublié et pas eux, quoi. C'est fou que tu prennes ce rôle-là, c'est hyper touchant. Tu sais, on doit tous trouver notre rôle dans Maintenant, j'ai une sœur qui le fait plus. Ma sœur, qui est mon agent, elle anticipe tous les problèmes et tout ça. Elle est devenue vraiment la maman. Et moi, je suis beaucoup plus égoïste. Ouais. Mais
Je sais pas, puis après il y avait mes grands-parents, tout ça. Je m'occupais de mes grands-parents. Je sais pas, moi j'étais comme ça, mais à un moment donné, j'ai voulu m'émanciper. À 16 ans, il y a un événement qui est fondateur dans la suite de ta vie. Ben, j'étais fugueur. Donc j'avais été mis dans un foyer à un moment donné pour souffler un petit peu. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé amoureux de mon coiffeur. Donc en gros, je suis tombé sur un mec, d'un coup j'ai eu un coup de foudre et tout ça. Tu pensais aimer les filles avant ça, toi? Ah, j'avais une copine. Ouais. J'avais une copine, elle venait de partir, j'étais démoralisé. Et bon, bref, pour te la faire courte, je suis tombé amoureux de ce mec, je voulais qu'il m'apprenne la coiffure. En fait, je trouvais fascinant. Je suis arrivé devant un mec qui coupait les cheveux, les nanas, elles étaient toutes folles de lui. Il avait de l'argent. Je me disais, mais en fait, qu'est-ce que je me fais chier à faire des études? En plus, j'ai envie de me barrer de chez moi. C'est bon, vas-y, Nico. Et en fait, je savais qu'avec le bagage que j'avais, cette éducation un peu difficile, mais en plus, j'avais des grands-parents qui étaient très smart, un peu bourgeois, qui m'avaient beaucoup appris sur l'apparence, l'importance de l'allure, euh, l'importance de toujours laisser un souvenir impérissable. Et je sentais qu'avec le langage que j'avais lu, j'étais éduqué, je savais qu'en atterrissant dans un milieu comme ça, j'allais être le haut du panier. C'est incroyable ce que tu dis parce que j'ai failli arrêter quand j'étais chez Cosmo pour me lancer dans la coiffure. Ah ouais? Et je m'étais dit, je vais aller à New York et je vais faire des chignons pour les stars et j'utiliserai tout ce bagage un peu bourgeois. Regarde ce qu'on vit, l'époque où on vit aujourd'hui. Regarde les gens quand ils t'écrivent. Aujourd'hui, les gens qui savent s'exprimer sont rares et du coup... c'est une grande chance. T'as pas besoin d'être forcément cultivé, t'as pas besoin de connaître tous les philosophes, mais savoir s'exprimer, savoir quel mot choisir, quand on te l'a inculqué, c'est une joie, mais c'est surtout un avantage, une chance, un privilège, parce que ça va t'ouvrir toutes les portes. Moi, je suis sérieusement convaincu que c'est parce que je savais m'exprimer, verbaliser, être toujours impeccable, toujours... comment dire, toujours un petit peu rigolo, mais toujours le mot, la blague fine, tu vois. C'est ce qui m'a ouvert les portes. Tu vois, des coiffeurs, il y en a plein, des meilleurs que moi, il y en a au taquet. Je veux dire, des coiffeurs, il y en a partout. Et je pense vraiment que le fait d'être un petit peu comme ça, d'être un petit peu malin, ça... Ok, donc tu voyais le truc loin, c'est intéressant. Je voyais pas le truc loin, mais je savais qu'en arrivant dans une école de coiffure, j'ai compris très vite quand même que tout le monde n'avait pas la même posture. Je me suis dit, je sais que je vais me faire repérer. Mais je pensais petit, je pensais que j'allais être repéré par un patron, aller dans un salon un peu luxe, finir ma carrière comme ça, monter peut-être un salon et c'est tout. Le reste, je n'en avais aucune idée. Bien sûr. Attention. Moi, quand j'ai ouvert mon premier salon, j'ai dit à mes potes, j'ai ouvert mon premier salon, c'est cool. C'est mes potes qui m'ont dit, ah non mais mec, on va pas faire une demi-molle. Hein. On va faire un truc. L'expression, elle est incroyable. On va faire un truc énorme et tu vas être une star, t'es fait pour être connu, tu vas être connu. Okay. Et moi, je disais à mes potes, mais pas du tout. Je dis, qu'est-ce que vous racontez? Ah non, mais t'as pas compris, Nico. Nous, on le sait. Oh. Et le jour où ça a explosé, je me rappelle qu'ils étaient tous à côté de moi. Ils m'ont dit, alors? Putain, t'as des potes en or. Hein. Ah oui, ceux-là. Et ils m'ont dit, on te voyait... je veux dire, on sortait en boîte, on avait 25 ans, on était des branleurs, on foutait rien. T'avais une aura, quoi. Et il me disait, quand tu rentres dans une pièce, tu veux toujours créer quelque chose, parler à quelqu'un, avoir un mot, avoir un truc, et tu te rends pas compte. Et j'ai même revu plus récemment des amis du collège. Okay. On a été boire un café, il y a quelques temps quand même déjà, et qui m'ont dit, mais tu te rends pas compte, quand tu arrivais au collège, tu voulais toujours faire une blague devant le parvis pour que tout le monde l'entende. Mais non. Mais je me souvenais même pas. Oui, parce que toi, tu te vois pas, t'incarnes le truc. Non, mais elle disait, mais t'étais fait... On se l'est toujours dit au fond, t'étais fait pour briller, pour machin. Mais moi, j'avais pas cette vision-là. Je croyais que... Mais c'est cool, tant mieux, parce que sinon, tu te serais trop vu. Oui, puis en plus, vu que je me suis jamais dit, je veux percer. Si j'avais pas percé, j'aurais été malheureux. Moi, vraiment, tout ça, c'est arrivé. Je faisais... Je vis comme ça, comme un enfant, ce qui m'arrive. Vraiment, j'ai jamais eu de moment où je me suis dit, allez, il faut la gloire, il faut le machin. Je me dis, il y a un truc, tu vois, tu me parlais de la pression que j'avais eue. C'est qu'au moment où j'ai vu mes parents à genoux, quand je leur ai dit que je voulais être coiffeur, que j'étais pédé, quand j'ai vu ma mère, ma mère était vraiment désespérée. Elle m'a envoyé des docus sur le sida. Enfin, tu vois, c'était ma mère catho traditionnelle.
C'est pas la même époque non plus. C'est pas la même époque. Elle était vraiment homophobe. Enfin, elle comprenait pas, machin. Pour elle, c'était les portes de l'enfer. Hein, faire l'amour par les fesses, tu vois. Elle me disait ça, tu vois. Donc c'était un peu. Mais quand je l'ai vue à genoux, je me suis dit, j'ai pas le choix. Ouais. Je dois changer ce milieu. Je dois faire une carrière et je veux. Et en fait, tout a été construit un peu inconsciemment en me disant bon, je veux vraiment leur clouer le bec. Donc quand j'ai eu mon premier gros salaire, je leur ai envoyé en photo. J'aurais dit vous voyez, moi j'ai pas de crédit d'études ou de machin. Je gagne bien ma vie. Mon premier défilé, je leur ai envoyé. Mon premier cachet. Tu t'es pas laissé le choix en fait. Et en fait, le jour où ils m'ont vu vraiment partout, à la télé, machin, dans les médias, je me suis dit bon. J'ai plus rien à prouver. Là, je peux souffler et faire pour moi. Je me suis dit, je me suis amusé pendant toutes ces années, j'ai eu énormément de chance, mais je me suis dit, maintenant, ils peuvent plus rien dire. Ouais, je comprends. T'as déposé un peu un bagage sur le côté. Ouais, puis c'est de leur dire, voilà, vous disiez, mais au final, voilà. Puis j'ai payé des belles vacances à ma mère, je l'ai emmenée, je l'ai fait rêver. J'ai eu des années où je pouvais me permettre un petit peu. Et donc, du coup, je l'ai fait, puis je la faisais rêver, elle comprenait même pas, tu vois, elle arrive, il y avait un voiturier, elle croyait qu'on allait lui voler sa voiture, enfin tu vois, c'était de faire vivre des rêves comme ça, ta maman, voilà, et puis ça permet aussi de bien vivre. Justement, c'est ces années-là dont on va parler aujourd'hui, après 1h30 déjà de podcast, non, je rigole. C'est dingue. Non, mais je m'éparpille trop. Mais attends, on est dans un podcast. Enfin, genre, on est censé parler quand même, Nicolas. Je suis contente. Je sais pas si je suis bon ou mauvais à l'exercice parce que je m'éparpille. T'es très bon. Non, pas du tout. Alors, voilà. Tout va bien. Si je suis bon, ça va. Mais tout va bien. Dis-moi si je pars trop. Je te dirai. Ok. Je pense que t'as vu que j'étais honnête. Oui. Je vais remettre mes lunettes pour l'occasion. Nicolas. On va parler de ce début justement ce début de carrière qui commence à très bien se passer pour toi. Tu gagnes une aisance financière, tout roule et puis une grande leçon. Donc j'ai monté un premier salon, succès monstrueux. Donc mes amis qui étaient dans la pub, la créa, avaient créé mon image. Ils avaient créé un peu le mythe. 6 mois après, j'ai remporté le concours du meilleur coiffeur, du meilleur concept pour M6. À l'époque, il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas Amazon, il n'y avait rien. Tu faisais une émission d'une semaine où tu gagnais un télécrochet, t'étais refait. C'était loto. Ensuite, deuxième salon, restaurant. Enfin, vraiment, on ouvre des trucs et tout va vite. Tout va très vite. Et surtout, en fait, on réinvestissait, on gagnait de l'argent. Mais on était extrêmement rentable, il n'y avait pas de crise à l'époque. Et donc, du coup, tout s'enchaînait comme ça. Puis après, on m'a reproposé de la télé. J'attendais, j'étais trop jeune, je voulais pas, machin. Bref, tout s'enquille. Et à chaque fois que j'avais un moment où ça redescendait, il y avait un truc qui m'arrivait. Donc, en fait, j'ai eu une ascension, 10 ans de waouh, c'est génial et tout ça. Pas un souci d'argent. Dès que j'avais envie d'un truc, je me l'achetais. J'étais très insouciant. Et ensuite, à un moment donné, une saison de télé qui s'annule. Donc là, d'un coup... donc moi, je venais de racheter une entreprise. Donc j'allais dans un prévisionnel, j'avais noté 150 000 euros, par exemple. Je te dis une somme au pif. Les 150 000 euros sautent parce que l'émission ne se fait pas. Sauf que c'était déjà prévu, c'était déjà signé, mais ça s'est annulé. Ce qui a un lourd, ça a de lourdes conséquences financières. D'un coup, tu as plus de 100 000 euros dehors. Tu as des boîtes qui sont pas rentables parce que tu es tout le temps en train de tourner et tu payais avec tes cachets. Enfin bref, en fait, je m'aperçois de toute la farce, je m'en aperçois au moment où la télé s'arrête. J'épluche mes comptes et je fais, mais il est où l'argent ? J'avais encaissé tellement d'oseille et là, d'un coup, il n'y avait plus rien. En fait, il n'y avait plus rien parce que je n'étais pas là. Tout le monde signait des contrats, tout va, des abonnements, des trucs, des machins. Mais en fait, les fournisseurs aussi, j'avais des fournisseurs qui doublaient leur prix parce qu'ils croyaient que j'étais un grand compte. Enfin, ils se disaient c'est Nicolas Waldorf. Donc voilà, je me faisais arnaquer. Plus les gens qui se payaient grassement parce qu'ils travaillaient, ils faisaient des factures pas possibles. En fait, tout le monde pensait que c'était un robinet qui s'arrêtait pas. Ok. Et à un moment donné, je suis revenu et plus des gens qui n'étaient pas forcément bienveillants, qui s'en foutaient de ce qui se passait, qui est du monde ou pas du monde, qui jetaient les clients dehors, enfin tu vois. Que je comprenne, donc tu avais plein de business et c'était un peu pyramidal, bon c'est peut-être pas le bon terme, mais en gros j'avais plein de petits business dans la même rue et en fait... Chaque argent tu le remettais dans le tout business était suivant. sur le même truc et j'encaissais comme ça parce que moi je voulais pas avoir conscience de ce que j'encaissais. C'était des montants quand même faramineux, hein. Donc du coup je mettais ce taux sur la boîte et donc on voyait pas les choses qui n'étaient pas rentables.
Oh, bien Sauf sûr. qu'au bout d'un moment, quand par exemple, tu fais moins 60 un mois, moins 62 mois, moins 63 mois, le jour où ça s'arrête, les grandes... Les grandes rentrées d'argent. Les grandes rentrées d'argent, bah, tu commences à mettre de l'argent perso, hop, hop, et d'un coup, il n'y a plus rien. À coup de 60. Qui, pendant 10 ans, avait toujours été dans ce flux d'argent, Ce qui m'a mis dedans, c'est que j'ai voulu racheter une entreprise. Le loyer était exorbitant, il y avait énormément de travaux. Okay. C'était mon rêve d'acheter cette entreprise. Okay. C'était mon rêve. Et c'était un caprice. Et j'ai voulu l'acheter parce que je voulais offrir à mes clients un endroit spectaculaire, accessible. J'ai voulu rester accessible, donc j'ai pas augmenté mes prix, mais j'étais dans un endroit qui valait plus du double ou du triple du loyer. Et j'ai fait des travaux. Émotionnel et voilà. Et surtout, je me disais, mais je peux me permettre ça parce que j'ai de l'argent, machin. Et en fait, il y a un truc que j'ai appris, c'est qu'en fait, quand c'est pas rentable, même si tu rajoutes un peu d'argent, quand c'est vraiment pas rentable, ça te ruine. Bien sûr. Mais moi, j'avais pas conscience de ça. Je me disais, mais on a toujours été bien. Il y a un truc qui va me tomber dessus. Je vais retourner. Et en fait, jusqu'au jour où. Mais attention, je ne m'en plains pas. Il y a eu un moment où j'étais dans mon lit, j'avais refait ma chambre, j'avais acheté un lit hors de prix parce que je voulais me reposer le soir. C'était mon rêve, c'était d'avoir un vrai lit. Donc j'avais un lit d'hôtel, machin. Et un jour, je me suis couché dans ce lit et je savais que je pouvais pas payer le loyer, qu'on pouvait tout me prendre et tout ça. Et je me rappelle m'être couché dans ce lit en me disant, ça y est, peut-être que demain, je pourrais plus dormir dans ce lit, donc je veux en profiter, je veux dormir, machin et tout. Et il y a aussi eu un truc, c'est que j'ai profité un max de tous les meubles, tous les trucs que j'avais achetés, je touchais tout, et je me disais, mon Dieu, j'ai réussi à réaliser mon rêve, mais peut-être qu'on va me le reprendre. Et donc j'étais dans ce truc de vraiment profiter de chaque chose, de chaque instant, de chaque dîner, de chaque assiette, parce qu'en fait, je me suis dit, mais en fait, je peux le perdre, quoi. Et en fait, ça a été un truc où d'un coup, je me suis dit, il faut que je me batte pour garder tout ça. Donc, bien sûr que tu perds des plumes, hein, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la vie d'entrepreneur aussi. La vie d'entrepreneur, c'est de perdre et de gagner, mais des fois, tu perds. Mais j'ai commencé à avoir conscience de tout, chose que je n'avais pas, en fait. J'achetais, je dépensais, je consommais. Maintenant, j'ai conscience de tout. J'ai conscience qu'un bon dîner au restaurant, ça a un prix. J'ai conscience que dormir dans un lit dans lequel je dors, ça a un prix. Ça te rend reconnaissant aussi, doublement ? Je l'étais déjà, mais j'ai eu beaucoup de chance. Franchement, je peux pas... Je t'en parle, ça m'émeut parce que j'ai eu énormément de chance dans la vie. Mais ça m'a donné conscience de tout. Il faut le vivre, en fait. Je crois qu'un grand entrepreneur, et je me mets pas dedans, mais un grand entrepreneur qui a pas d'échec, c'est pas un grand entrepreneur. C'est qu'il n'est pas tenté. Il faut avoir... Non, mais il y a des gens... Moi, je vois des gens sur Internet, sur machin, t'as l'impression que c'est que du succès. Ils font des millions, des machins, et t'as l'impression qu'ils font que du succès. Bien sûr. Mais c'est très souvent des gens qui reprennent des business, qui reprennent des trucs qui marchent et machin, ils ont juste eu un bon coup. Mais chuter, remonter à cheval, avoir tout perdu, rebondir, machin, avoir les huissiers et machin, et quand même tenter... avoir fait 10 projets qui marchent pas et un qui marche et peut-être faire fortune à 50 ans et machin. Pour moi, c'est ça. De fou. Un mec qui a juste à te dire qu'il pèse tant, bon, ok, très bien. Mais en plus, c'est jamais comme ça, l'envers du décor. Oh là là, mais tellement. C'est jamais ça. Tu vois, les plus grandes startups, les plus grands succès de ce monde, c'est des gens qui, au moment où tu les as félicités pour leur succès, ils étaient au bord de la ruine. Moi, les moments où vraiment j'ai vécu, on me félicitait, j'étais encensé, je faisais des tapis rouges pas possibles, je montais les marches de Cannes, machin, j'avais rien. Ah ouais. J'étais au bord du gouffre, j'avais envie de me pendre, j'avais ma carte bleue qui passait plus, j'avais des vêtements à je sais pas combien, et les gens me disaient, ah là là, mais t'es le meilleur, t'es un modèle pour nous tous, et je me disais, mais s'ils savaient. Et comment tu te sentais à l'intérieur ? Parce que ça doit être terrible de faire semblant et de... Je savais que je devais continuer à garder la tête haute et je pensais à ma grand-mère. Ok. En fait, moi, mon rêve, c'était de monter les marches de Cannes. C'est con, hein. Mais ma grand-mère, on le regarde à la télé et au moment où je suis arrivé en haut des marches, je me suis effondré. Et ma sœur m'a dit, ils ont zoomé sur toi, tu l'as fait, mamie te regarde. En fait, moi, je continuais à réaliser mes rêves. Je me disais, je m'en fous de l'argent, je m'en fous de... Mais je continuais parce que je me disais, je veux montrer, s'il y a un seul petit
qui a 15 ans, qui est devant sa télé, qui est catastrophé. Ses parents, ils sont peut-être catastrophés parce qu'il est peut-être un petit peu sexuellement troublé et qui se met une jupe et qui se met du vernis et qui me voit en haut de ce tapis rouge avec une traîne en sequin et qui me voit et qui se disent on peut réussir, on peut partir de rien, on peut avoir un CAP coiffure, on peut monter ces putains de marches et on peut être quelqu'un. Et moi, tu vois, je n'ai jamais écrasé personne. J'ai jamais... pourtant, dans ces milieux, c'est un peu la catastrophe. Mais j'ai fait de mal à personne. J'ai fait mon petit truc. Je regarde pas mes concurrents. Je me compare pas parce que ça rend malade. Mais j'ai fait mon petit truc. Je voulais prouver à mes parents. Je voulais prouver à mes grands-parents. J'ai signé chez M6 parce que je savais que c'était la chaîne que regardaient mes grands-parents. J'aurais pu signer chez Netflix. Il y avait le début de Netflix. On m'a proposé plein de choses. Et j'ai signé chez M6 parce que je voulais être sûr que dans la maison de retraite, on puisse me voir. Non. Enfin, tu vois, c'est des... Mais j'ai fait les choses tranquillement, mais sûrement. J'ai refusé certains projets. Parfois, j'ai dû m'arrêter. Puis à un moment, je me suis arrêté parce que je ne pouvais plus, c'était trop dur. Puis je me dis, Nicolas, qu'il y a aussi le petit garçon en toi qui a été placé avec ses frères et sœurs, qui a connu, même s'il était fort, qu'il affrontait, il y a un besoin de sécurité. Et tout d'un coup, tu te retrouves dans cette position où à nouveau, on va t'enlever ça, potentiellement. J'imagine qu'inconsciemment, ça doit remuer un truc en soi, non ? Je me disais, un jour, j'ai dit à ma sœur, si je perds tout, je prends un sac à dos, je m'envole en Australie, enfin, je prends de l'argent, je prends un billet et je m'en vais, je pourrais toujours me refaire. Ouais. Mais je serais détaché de mes chaînes. Okay. En fait, quand tu as des entreprises, t'es enchaîné et c'est très douloureux de voir les autres parfois profiter de la vie et que toi, t'es enchaîné à un truc et t'as de la pression tous les jours. Ça s'arrête jamais. Voilà, ça s'arrête que quand tu vends. Des fois, ça me manque, le fait d'être... Je suis un enfant, moi, j'ai besoin de découvrir les choses, je suis curieux, j'adore voyager, j'adore être libre. Et je suis tombé un peu là-dedans parce qu'on me disait, allez, fais ci, fais ça, oh là là, mon Dieu, ça prend, bon, ben, tu devrais faire ça. J'ai écouté tout le monde et au final, je suis pas malheureux. Mais il fallait bien que j'écoute les gens, j'avais 27 ou 28 ans quand j'ai monté ma première boîte. Mais des fois... j'ai ces envies de liberté. Et tu vois, hier, j'ai fait une réunion de crise parce que je veux lancer ma chaîne YouTube, je veux continuer à faire de l'humour, j'ai fini d'écrire une pièce, je voudrais la vendre, je voudrais être sur les planches parce que ça me manque. Et ma sœur me dit, mais attends, on a monté une boîte qui est en train d'exploser, on a monté un club, on accompagne des entreprises qui coulent. Et moi, ça m'excite de faire ça. Je vais en province, je vais partout, je sillonne sur toute la France. Et ces gens ont besoin de moi, ils ont besoin de nous, de toute notre équipe. Et elle me dit, mais attends, mais tu me parles de nouveaux projets, machin, on va jamais y arriver. Et je lui ai dit, mais j'ai besoin de m'amuser. En fait, je peux pas faire que du business, comprends. Tu vois. Bien sûr. Et je pense que c'est très dur pour elle, c'est très difficile pour ma sœur. J'ai énormément de chance de l'avoir, mais c'est très difficile pour elle parce que je pars dans tous les sens. Et quand je m'ennuie, ça va pas. Et quand... Je te comprends tellement. Et je lui ai dit, ce matin, je lui ai dit, écoute, arrête, elle me gueuler dessus, je suis en train de faire mon yoga et elle me gueulait dessus. J'étais sur mon tapis, je faisais, arrête de prendre la tête. Et je lui disais, chérie, je ne nous mettrai pas en danger une deuxième fois, mais j'ai besoin de faire rire, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de raconter ce qui se passe, j'ai besoin de comprendre le monde, j'ai besoin de fédérer. Vivre pour toi aussi, peut-être. Alors, vivre pour moi, non, parce que j'ai vécu pour moi. Je suis quelqu'un d'assez égoïste dans mon fonctionnement. Le matin, je dois avoir mon moment pour moi, je dois me maquiller, je dois me faire beau, je dois ci, machin. J'ai des moments comme ça où on ne peut pas négocier, tu vois. C'est pas pareil. Moi, je le vois plutôt comme, tu sais, et c'est normal, et c'est même sain, parce que c'est nécessaire, je pense, dans la vingtaine, mais quand on a une enfance comme la tienne, on a envie de rendre fier, on a envie de rendre beaucoup de choses, l'appareil, on a envie de... Et j'entends que là, tu as un peu un tournant où tu te dis, moi j'ai envie de lâcher un petit peu ces attentes-là pour vivre, moi, mes rêves d'enfant. Alors tu déjà, vois ou pas oui, je vois. C'est psychologie de comptoir un peu. Hein. Mais tu peux me le dire. Hein. Tu peux non, me le dire. En fait, c'est presque ça. Mais en fait, j'ai rêvé d'être populaire quand j'étais petit et je l'étais pas. J'ai été bullied à l'école. Ah oui. Pas harcelé, mais bullied. J'étais un peu gringalé, j'étais un peu efféminé. Je trouvais que les hommes étaient beaux et que les femmes étaient belles. Mais j'avais des copines, je me posais pas vraiment cette question. J'étais pas entouré d'homos, donc j'avais pas vraiment de culture LGBT, machin. Et j'étais élevé par un père sicilien qui cassait les couilles, qui était vraiment, tu vois, qui était vraiment macho, ignorant, machin. Mais je rêvais une vie où adulte,
je ferais quelque chose si j'étais populaire. J'aurais jamais cru que je serais populaire au niveau national. Mais je savais que je regardais les gens qui avaient une aura, je regardais les gens qui rentraient dans une pièce et qui m'impressionnaient. Je me disais, j'aimerais bien un jour avoir cette démarche, j'aimerais bien un jour quand je rentre dans une pièce qu'on m'applaudisse, j'aimerais bien un jour que quand je traverse une pièce, les gens me regardent. Et un jour, c'est arrivé et j'ai compris une chose, c'est que qu'est-ce que je vais faire de ça ? Aujourd'hui, j'ai plus rien à prouver au niveau de ma carrière, au niveau de mon métier. Je sais couper des cheveux. Bon, c'est prouvé, c'est comme ça. Ce que je veux aujourd'hui, quoi que je crée, ça doit être pour fédérer. Parce que je ne supporte pas... Enfin, j'ai énormément de mal avec le monde dans lequel je vis. Je me pose énormément de questions. Je suis malheureux de la tournure que prend cette société. Je suis malheureux de ce qui se passe en politique. Je suis malheureux de voir des gens divisés qui ne se comprennent plus. On n'a jamais été aussi connectés, on n'a jamais autant possédé, on n'a jamais autant fait d'argent. Et en fait, on est connecté, mais on est seul. On fait de l'argent, mais on n'en a pas. C'est absurde. C'est absurde, je suis énervé. Et donc, ce que je veux, c'est à tout prix mettre ma notoriété à profit. Plus je peux parler, plus je peux influencer de gens, plus je peux leur faire comprendre que le travail c'est important, que lire c'est important, que savoir s'exprimer c'est important, qu'il ne faut pas ne pas aller à l'école, qu'il ne faut pas machin. L'autre jour, je tombe sur un live, j'étais avec un gamin de 13 ans, il est 1h du matin, je fais mais va te coucher. Je dis mais où sont tes parents ? J'ai été effaré. Et en fait, je vis dans un monde comme ça où je ne comprends pas. Et tu vois, tu me disais, j'ai pas eu de chance, mais moi, j'ai eu de la chance. Parce qu'en fait, j'ai été placé dans des foyers où j'avais des éducateurs qui étaient des modèles d'éducation, d'humour, qui fédéraient, qui voyaient l'amour dans tout. J'ai été placé dans des familles d'accueil qui étaient musulmanes, qui étaient complètement d'une autre culture et qui m'apprenaient l'islam. Et donc, ils m'ont appris qu'on disait merci à Dieu 100 fois avant de commencer à lui demander quoi que ce soit. Moi, je venais d'une famille chrétienne où on faisait que prier pour demander. Donc, ça m'a ouvert l'esprit. J'avais des parents un peu violents, oui, entre eux, qui étaient passionnés et où je voyais que c'était des gens qui avaient peut-être des lacunes et qui essayaient, quoi qu'il en soit, de nous éduquer comme il fallait. J'avais des grands-parents très intelligents, très ouverts d'esprit. En fait, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance de le vivre comme ça, j'ai eu de la chance de machin, et c'est ce qui a fait ma force dans ma carrière. Donc j'en veux à personne. Moi, mon père, il m'a arraché tous mes... Il pétait ma chambre dès que j'étais pas d'accord, que je posais trop de questions et tout machin. Il pétait tout. Le jour où je suis parti, il m'a donné de la force. Il m'a dit, allez, va rater ta vie, mais tant mieux. Je lui ai dit, tu vas voir ce que je vais faire, je vais devenir le meilleur. Tu me verras partout. Ça t'a donné ta flamme. Mais oui, mais fou. Du coup, je peux même pas... Ouais. Je suis triste parce que mon frère jumeau, on est vrais jumeaux, et lui, il a très mal vécu, il a été un peu plus protégé, mais il est trop sensible et il a du mal à tout faire. Ce qui me fait de la peine, c'est que tout le monde n'ait pas été comme moi. Je comprends. Moi, j'en ai fait, en fait, dès qu'il m'arrivait quelque chose, que j'étais en larmes, je me rappelle dans ma chambre, j'étais en larmes, j'étais énervé. Je me disais, putain, mais il va forcément m'arriver quelque chose. Même quand j'ai commencé ma carrière, tu vois, j'étais en galère, j'avais pas d'argent, on était dans un 9 mètres carrés, on vivait à 3 dans un 9 mètres carrés, c'est les chambres de bonne là. Bah, j'ai eu un 9 mètres carrés, mais j'étais solo dedans. On était 3, les vitres étaient trempées, les gouttes elles coulaient du plafond. Les gouttes elles coulaient du plafond, tu sais, la condensation. Ouais. Genre, on avait la douche au bout du BZ, le BZ, le micro-ondes à droite, le truc. Alison et Mehdi, on était à 3 et on disait, mais c'est pas possible, il va nous arriver quelque chose. Mais on courait dans tout Paris, on faisait des jobs, on avait notre argent pour nous, on dépensait notre argent, on avait juste la dalle. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, chaque chose, chaque hôtel où je vais, chaque endroit où on m'accueille, chaque matériau que je vois, mais t'es hyper reconnaissant, évidemment. Mais en fait, oui, j'oublie jamais, moi, ça. Évidemment. J'oublie jamais, moi, ça. Et alors, il y a des gens, tu sais, des fois, ils ont des images de moi un peu diva parce que je suis très exigeant, je suis très dans le détail. Moi, tu vois, dès que j'arrive, je dis, bon, bah, je veux voir ça, Donc, je peux comprendre, mais parce que je suis quelqu'un d'exigeant, j'ai été élevé comme ça. En revanche, je suis très reconnaissant parce que j'ai tout perdu quand mes parents m'ont dit allez ciao, va avec ton coiffeur et puis casse-toi, et qu'on m'a coupé les vivres, tu te retrouves mais j'ai voulu récupérer cette vie, tu vois.
Et c'est toutes ces chutes qui font que tu apprécies. Je te trouve hyper intéressant. Je trouve que heureusement, parce que sinon on serait dans la merde. Non, mais je le dis jamais, mais je trouve que tu es vraiment une belle personne. Je sais pas. Est-ce que je peux dire mon opinion? Oui, mais parce que j'aime pas. Il est gêné derrière ses lunettes. C'est pas ça, c'est que belle personne. Nicolas, je trouve qu'il y a quelque chose de très joli chez toi et je trouve qu'il y a beaucoup de profondeur et j'ai l'impression que tu enlèves une couche et il y a un nouveau truc. Je trouve que c'est passionnant en fait, tu vois. Et ça, c'est souvent le cas des gens qui ont vécu plein de choses, plein d'épreuves, Voilà, ça a fait ta personnalité hors norme et je comprends aujourd'hui là où ça t'a amené, mais je trouve que c'est très intéressant à voir et je trouve que derrière tout ça, il y a beaucoup d'amour pour les gens qui t'entourent, pour la vie et je trouve que c'est très, très beau, quoi. Tu vois, c'est pour ça que, tu vois, à un moment donné, tu vois, il y a des gens qui me disaient « Oh là là, t'as de la chance, t'es connu. » Et je leur disais « Mais ça enlève tellement de choses d'être connu parce que d'un coup, il faut savoir ce que tu vas vendre. Quoi qu'il arrive, si tu restes dans la lumière, on va dire « Oh là là, il court derrière la lumière. » Si tu tombes dans l'oubli, on va te dire « Oh là, il est has-been. » Quoi que tu fasses, il faut que tu montres un exemple. Et ça enlève énormément de moments de gaieté, de moments de spontanéité, parce qu'il faut être toujours exemplaire, il faut toujours être bon pour la photo, il faut être machin. Toujours pour les autres aussi. Mais en revanche, il y a seulement un très faible pourcent de personnes qui peut être connu et en faire quelque chose sans se brûler les ailes. Ouais. Et je sais que moi, je savais que je voulais avoir de l'impact. J'ai renoncé à une vie privée, j'ai renoncé à beaucoup de choses. Mais je savais que j'avais besoin d'impacter les gens. Je savais que j'avais besoin de les porter, de porter une parole, de parler de choses comme là, on fait là, et d'essayer d'influencer les gens dans le mieux, d'essayer de les faire beaux, de les rendre beaux, d'essayer d'effacer leurs complexes, d'essayer de les booster. Moi, aujourd'hui, ma vie, c'est de booster les gens, de remonter leur boîte, de les aider à prendre confiance en eux, de les relooker. C'est ma zone de génie. Je ne sais rien faire d'autre. Je ne sais même pas prendre un billet de train. Mais non, mais depuis toujours, il y a ce rôle-là chez toi. C'est là où tu as ta juste place, quoi. Voilà. Et donc, je suis pas devenu célèbre pour être une célébrité. Je suis devenu célèbre parce que c'est les conséquences de mon travail. Donc, moi, je dis aux gens, mais moi, ça a été une conséquence. Je n'en fais rien. Maintenant, je l'utilise à des fins positives. Mais ça n'est rien pour moi. C'est pas le plus important, tu vois. Mais en tout cas, être reconnu pour mon travail, c'est quelque chose qui est cher pour moi, qui est cher à mon cœur, qui est cher pour mes proches. Et voilà. Oui, parce qu'il y a des valeurs et de l'éthique derrière tout ça, tu vois. Peut-être pas toujours, je sais pas, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui voient la célébrité comme quelque chose de un peu de diabolique et de négatif et de comment on dit, superficiel. Mais peut-être aussi, et peut-être, de toute façon, il faut être un peu starbé pour en arriver là, j'imagine, pour vouloir être reconnu, pour briller, pour être dans la télé, comme disait ma grand-mère. Mais c'est ce que j'adore aussi, parce que tu rencontres quelqu'un et tu lui poses la question et tu dis « Ah ouais, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'il n'y paraît. » Et je trouve que du coup, ça rend les gens hyper intéressants, tu vois. Oui. Mais je pense que c'est une vie de fou. Je pense qu'il faut être fou, mais... T'as vu, je t'ai pas dit le contraire, là. Ah oui, mais en fait, je trouve que toutes les personnes qui sont connues, moins connues, un peu connues ou quoi, et ça je le dis, j'espère que ça prendra et qu'on l'écoutera partout, on est censé montrer un exemple, on est censé donner des valeurs, J'ai l'impression qu'aujourd'hui, plus t'es connu, moins tu donnes de valeur, Enfin, des fois, ils règlent leur compte comme ça, ils parlent mal. On a même des gens qui sont punis par la loi, ils continuent encore à être là. En fait, faut montrer l'exemple, quoi. Qu'est-ce qu'on donne comme image à nos jeunes, à nos enfants On a des roublards, des voleurs, des violeurs, des machins. On a des gens dans tous les sens comme ça. C'est clair. Mais utiliser... Putain, quand t'as la chance, le privilège d'être mis au-dessus, de gagner 10 fois plus que les autres, d'être privilégié comme ça, mais faites-en quelque chose. Mais faites... je trouve que des fois, c'est... Mais je suis dans un jour comme ça où je te dis ça à cœur ouvert, c'est terrible. Bah non, mais moi, je trouve que c'est génial et je trouve que cet épisode, il est passionnant parce qu'on n'a pas parlé d'un échec, mais plutôt de plein de moments de vie qui ont non seulement déterminé la personne que tu es aujourd'hui. Je sens que tu es à un carrefour, là, un peu, qu'il y a de nouvelles choses qui s'ouvrent à toi. Oui, mais parce que c'est le moment où... c'est bien, je te reçois. C'est la quarantaine en plus, tu vois, la quarantaine qui arrive, donc je suis là...
Tu vas t'acheter une belle voiture. Non, je conduis pas. pas. Tu vas larguer ta femme pour une meuf de 20 ans de moins. Je conduis pas, donc moi, c'est alors. une catastrophe. Mais j'ai la crise de me dire, punaise, j'aurais pu me marier, avoir des enfants, avoir une vie peut-être plus posée et tout. J'ai ce questionnement-là où est-ce que j'ai fait les bons choix? Et en même temps, j'ai eu ça, mais... et là, je suis triste un peu parfois de ne pas avoir eu cette vie un peu plus classique, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile, comme tu peux l'imaginer. J'imagine que tu rencontres plein de gens, mais là, à ce stade, c'est compliqué de faire des rencontres ou d'avoir une vie privée établie et stable, parce que bah, forcément, les gens, ils ont une vision, ils ont un truc, ils se disent que puis je suis toujours en train de travailler dans tous les sens et tout. Il y a des mecs qui comprennent pas l'impact que je veux avoir et pour quelles raisons je fais tout ça, pourquoi je travaille autant. Et donc, du coup, c'est un peu compliqué, tu vois, vie privée. Ça, je comprends entièrement. Je pense que c'est pas tout à fait juste, même du haut de mes 34 ans, parce que j'ai été élevée dans un milieu catho. Moi, ce que j'attendais de la vie, c'était d'un mariage et des enfants. Donc, on a été élevés comme ça. Hein. On a été élevés comme ça, mais je suis pas certaine que ce soit très fair de se reprocher des erreurs du passé, alors qu'à l'époque, tu as vraiment fait ce que tu pensais être le mieux. Tu te replaces à 40 ans et tu juges un mec qui a 10 ans de moins. C'est pas juste, mais en fait, sûr, tu vois. c'est sûr, mais c'est vrai que j'aurais aimé partager tout ça. Ça, avec quelqu'un, tu vois. Je comprends. Et j'aurais aimé partager tout ça avec quelqu'un. J'aurais aimé un enfant, j'ai pas envie de le faire seul. Maintenant, j'y pense tout le temps. Et c'est vrai que quand tu vis des choses aussi, mais on a tous nos combats. T'as envie de le partager et t'as envie des fois de rentrer le soir, de pleurer un coup et de dire oh là là, putain, tu vois, j'ai envie d'être avec toi. Mais après, malheureusement, quand je parlais à quelqu'un qui me disait, qui était en politique et qui me disait tu choisis un truc, tu renonces à quelque chose, et il me disait mais à un moment donné, quand tu veux avoir de l'influence, malheureusement, si tu t'es pas marié avant ou si t'as pas créé ton truc avant, tu vas avoir une période un peu de flottement parce que les gens ils savent pas à qui ils ont affaire. C'est beaucoup plus difficile et ça t'isole, comme l'entrepreneuriat, comme il y a beaucoup de choses qui t'isolent parce que d'un coup on te voit sur une. Mais comme j'imagine dans toi, dans ce que tu fais, tout ça, les gens ils se disent bon ben ça va, qu'est-ce que tu te plains? Tu sais, les gens qui disent ça va, bah, toi ça a l'air d'aller. Ouais. Et tu sais même pas ce qu'on vit ou tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois bien. Et donc du coup parfois c'est ah là là, tu sais, on me dit bah attends, on te voit partout, c'est génial. Le jour je parlais à mon frère, il me dit mais ah oui, bah vas-y, reste dans ton truc là sur ton perchoir, toi machin. Mais mec, j'ai l'air d'un perroquet en fait. Non mais il me dit oui, t'es là au-dessus de la mêlée, mais mec, non, je me bats tous les jours, je me fais chier. T'es juste dans ton lit le soir et t'as envie de dimanche au dimanche, je me suis fait larguer parce que j'avais pas le temps, parce que nanana, et je dis j'aimerais avoir le temps de réfléchir, tu vois. Lui, il a 40 ans, il est en train de réfléchir à sa carrière. J'ai même pas le temps de dire ouf. Donc, mais bon, malheureusement, ça fait partie des petits mauvais côtés, des petits machins et des petits échecs. C'est des petits échecs de se dire, tu vois, là, je vois les gens qui sont mariés et tout machin. Je suis un peu le rigolo à table, mais. Ouais. Et je trouve qu'on sous-estime beaucoup cette envie et ce besoin. On est des animaux sociaux et tu sais, quand on te dit, mais c'est génial, concentre-toi sur toi et tout. Je crois que c'est hyper légitime aussi de vouloir partager cette expérience de vie avec quelqu'un et moi je suis dans cette même réflexion à me dire ouf, il y a des moments où je trouve que c'est pesant. Alors on travaille sur soi, mais c'est un peu pesant et je pense que c'est hyper légitime de dire ça. En revanche, il y a un truc auquel je crois pas. C'est dire, bon, ça y est, maintenant c'est mort. Ou... Moi, je pense que la vie, elle nous surprend vraiment dans ces moments-là. Bien sûr que non, mais bon, il faut être raisonnable, tu vois. Je veux pas faire une Al Pacino, avoir un enfant à 80. Non, et je te l'assure pas non plus. Après, il te reste encore quelques années. Non, jusqu'à 80. Et puis, je suis certain... Attends, j'ai énormément de chance. J'ai une vie remplie d'amour. J'ai des amis proches qui sont merveilleux, qui ont des enfants et qui me les donnent à volontiers et tout ça. Donc, je suis content. Mais là, ça va être la prochaine étape pour toi. Bah oui. Et puis j'ai de l'amour de tous les côtés, donc je peux pas machin. L'entourage d'ailleurs, on parlait, tu me disais tout à l'heure, on parlait de l'échec et tout ça, et dans l'échec, c'est ce qui a changé moi mon truc, c'est vraiment l'entourage. L'entourage, bien sûr. Mais il y a eu ce moment-là où ça on l'a pas raconté au moment de ton histoire, mais où tout le monde pense que tu gagnes très bien ta vie alors que toi tu es en train de dire mais attendez, moins 60 tous les mois. Et là, il y a eu un moment, donc je dis à ma sœur, allez, je me casse. Et là, ma sœur me dit, mais tu t'es malade, tu vas pas tout lâcher, on va tout te prendre. Enfin,
Genre, tu vas pas partir comme ça, tu reviendras plus. Enfin, et là, je lui dis non, mais là, je suis à cran, je peux plus, je suis pas fait pour ça. Et là, elle m'a dit non, je vais t'aider à remonter ta boîte. Et en fait, ce malheur, en fait, l'argent que j'ai perdu, ok, c'est de l'argent. Mais j'avais jamais été proche de ma sœur. Et d'un coup, elle est venue pour m'aider. Elle m'a tiré comme ça. Et on est devenus hyper proches au point qu'elle a plaqué son taf. Elle avait un taf, un parcours académique, un taf en or et tout ça. Elle travaillait dans les BTP, mais elle était chef de projet pour des gros chantiers. Ouais. Elle a dit, ok, je viens 6 mois, si ça m'éclate, machin. 6 mois après, on a monté notre boîte. Dingue. On a monté le club Nicolas Waldorf, où on accompagne des gens pour plus qu'ils se retrouvent dans une situation dans laquelle j'étais. Donc tu vois, on a trouvé du sens dans l'échec, ça c'est merveilleux. Et surtout au moment où ma table s'est vidée, où les amis sont partis parce que forcément, y a toujours des trucs, l'argent, le truc, machin. J'ai découvert des personnes qui m'ont aidé, mais qui m'ont appelé tous les jours, qui ont vérifié que ça allait bien, qui m'ont dit, elle, tu la vires, lui, tu fais ça, on va te proposer un comptable, on va te machin. Wow. Et des personnes qui ont changé ma vie, qui m'ont payé mes premières vacances, payées par quelqu'un parce que j'avais plus les moyens. Qui m'ont loué la plus belle suite de l'hôtel et en me disant c'est la vie que tu mérites. T'as des amis en or, hein. Des amis que j'ai vus à un moment où je perds des pieds et que j'avais pas vus depuis 10 ans et qui m'ont dit cette fois-ci on se lâche plus et des amis qui m'ont pas lâché dans l'échec et des amis qui m'ont secoué, qui m'ont dit mais bon là c'est fini ta vie d'avant machin, mais j'ai énormément de chance. Et c'est beau parce que tu donnes beaucoup d'amour et puis il y a c'est... c'est des gens qui t'appellent le matin, qui te disent bon alors aujourd'hui tu vas tout défoncer, c'est toi le meilleur, tu vas faire ça et qui te disent en te couchant mec t'es la meilleure âme, je sais même pas si je mérite ça, tu vois, mais ça peut changer une vie en fait. L'amour en fait c'est pas juste être à deux, l'amour c'est de le recevoir de partout, de le savoir le prendre et il vaut mieux avoir 2 potes qui donneraient leur chemise pour toi et c'est dans ce genre de moment où ça révèle beaucoup de choses. Je suis très ému mais... Oh, t'inquiète si tu veux on fait une petite pause et ils m'aiment tellement enfin mes amis m'aiment tellement, ils me donnent tellement de force en fait, ils croient plus en moi que moi. Et je trouve que quand on a trouvé ça, il faut vraiment le chérir et en prendre soin. Le chérir. Ouais. Ça, c'est vraiment... On parle de l'amour amoureux, mais mon Dieu, ma plus grande chance dans la vie, c'est aussi mon cercle d'amis. Moi, je suis fille unique. Alors, tu sais, ça rend une ampleur... t'es fille unique. Ah oui, c'est quelque chose, ça aussi. Ça doit être difficile, ça. Je recommande pas l'expérience. Mais bon. Ça doit être difficile, ça. Écoute, chaque expérience est différente, mais si j'ai la chance d'avoir des enfants, j'en ferai plusieurs. Si je peux aussi. T'as raison. Parce que déjà je vais me trouver le mec. Step one, tu vois. T'as vu, j'ai remis mes lunettes pour c'est bien, elles te vont bien ces lunettes. Je les aime bien. Mais en fait, couleur chaude. Écoute, j'ai fait ma colorimétrie. Oui, voilà. Et on n'a pas réussi à déterminer mes couleurs. Je suis hyper perturbée. La meuf m'a dit, je suis désolée, je ne sais pas. Donc je suis repartie en disant... tout est chaud. Tes bijoux, ta robe... Ouais, mais apparemment, je suis... Alors, ce qu'elle a dit, c'est... Tu t'étais démaquillée complètement? Non. C'est ça qu'il faut. Ça. Démaquille-toi complètement, tu vas le voir tout de suite. Parce que tu vois, mes cheveux, moi, je les trouve trop orangés pour moi. Oui, mais ils sont presque de la même couleur que ton teint. Donc, si tu continues comme ça, ça va être de moins en moins naturel. Et en plus, ça te fait une barre à la racine. Donc, no way. C'est pas du tout le blond que je ferais. Moi, je te ferai un blond en contouring. C'est-à-dire que j'aurai du clair autour du visage et je laisserai de la base dans les longueurs et tout clair en bas. À la Carrie Bradshaw, quoi. Ouais, mais Carrie Bradshaw, elle est plus claire que moi. Alors oui et non, parce qu'en fait elle a de la profondeur et juste que ses mèches paraissent très claires parce qu'en fait vu qu'elle focalise que sur l'avant, t'as l'impression qu'elle est plus claire. Mais non, là il est trop uniforme, t'as une barre de racine. En fait un balayage c'est pas censé faire une barre. Moi ça me alors je ça te dérange très pas. À l'ancienne, lui n'aime pas la barre. T'as vu comment je suis en train de te faire une consultation gratuite là, je t'ai totalement fait avoir. Ah mais je vais te faire payer. Business is business, guys. Non, mais en fait, c'est pas ça. C'est qu'un aplat de blond vous force à vous maquiller beaucoup. Le blond ne donne pas meilleure mine.
Oui, c'est Les vrai, gens ça. ne comprennent pas que la Non, mais c'est lumière et le contraste donnent bonne mine. Mais un aplat uniforme ne donne pas bonne mine, surtout quand ça ressemble au teint. On a besoin de contraste pour mettre en valeur un visage et un teint. La Ah. peau doit ressortir. Si elle ne ressort pas parce que tu es de la même couleur sur les cheveux, c'est moche. Ok, intéressant. C'est pour ça Intéressant. qu'une blonde décolorée qui vient d'être décolorée, elle est mieux quand elle a un peu de racine. On va terminer cet épisode. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais dire au Nicolas qui a 16 ans et qui ne sait pas encore le destin extraordinaire avec tout ce qu'il y a de grandes réussites mais aussi d'échecs dans l'ombre? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire si tu l'avais en face de toi? Je lui dirais, crois en toi, mais j'ai fini par le faire, mais je dirais, n'aie pas peur. Et je dirais, profite plus de ton enfance. Ouais. Je regrette parfois de ne pas avoir plus profité de mon enfance, j'étais trop soucieux, mais je lui dirais fonce parce que ça va être génial et tu vas voir ce qui t'attend. Voilà, je dirais ça. Ouais, c'est joli. Et quel regard tu portes sur ces dernières années et tous ces bouleversements qui se sont passés dans ta vie? Je pense que je suis la preuve vivante qu'on peut renaître, qu'on peut changer dans le bon sens. Je pense qu'il faut savoir s'arrêter quand on sent que quelque chose est toxique, quand quelque chose est malsain. Je pense qu'il faut s'écouter. Je pense que j'ai eu beaucoup de périodes où j'étais dans la séduction, je voulais plaire à tout le monde. Et je pense qu'au moment où tu commences à vouloir faire les choses pour t'amuser par conviction et où tu veux plus plaire à tout le monde, il y a des choses qui changent. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut se dire. C'est là où la magie arrive aussi, hein, souvent. Bah ouais. Vraiment. Et puis je dirais vraiment, c'est de faire évoluer ta boîte ou tes boîtes ou ta vie en fonction de tes envies. Je sais qu'il y a des gens qui diront, mais attends, c'est facile pour lui de dire ça. Ne perdons pas de temps. Il y a des gens qui sont faits pour entreprendre, ils n'entreprennent pas parce qu'ils ont peur. Faites-le. Si vous échouez, ça va, vous n'allez pas finir enfermé dans une prison. Et puis tout le monde oublie. Et puis, moi, je suis pas capable de dire tel mec, je me rappelle, il y a 3 ans, il a fait une opération, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois? Puis les gens ont les mémoires courtes. Mais oui, vraiment. Les gens ont les mémoires courtes de ouf. Je dirais, il faut se lancer. Moi, je trouve qu'on est dans un pays où parfois, on nous bride un petit peu, on nous fait travailler 8 heures par jour, du coup on n'a pas trop le temps de réfléchir, pas trop le temps de s'instruire. Tout est fait un petit peu pour être comme des petits moutons et machin, puis après on est à les impôts, les machins, les trucs machin. Et au final, c'est fait pour qu'on continue à être un peu muet, à être un peu machin, puis après il y a des débats qui nous divisent, donc on reste chez nous, on va pas C'est machin. très vrai. Et en fait, apprenez, ouvrez des bouquins, écoutez des podcasts intéressants. Merci de la précision. Non mais rêvez grand. Moi c'est ça le plus important, c'est rêver grand, voyager, ouvrez-vous l'esprit, sortez de chez vous, arrêtez de regarder que la télé, triez ce qu'on vous donne comme info, mais surtout rêvez. Moi j'ai rêvé en grand, je me rappelle que je coiffais en bas d'une cité dans un salon de coiffure où j'ouvrais la porte, je faisais bonjour madame, bonjour monsieur, vous allez passer l'espace relooking. Le salon il faisait 3 mètres carrés. On me disait, mais qu'est-ce que tu branles? Pourquoi tu te fous de la gueule du monde? J'ai dit, mais si je fais tout comme un grand, un jour je serai un grand. Faites tout comme un grand. Rêvez jusqu'à ce qu'on pense que vous êtes fou. Mais faites les choses. Personne ne va venir vous chercher. Surtout aujourd'hui, personne ne va venir vous chercher. Demain, on ne sait même pas si on sera en guerre. Donc, chaque instant de votre vie, vous devez en faire quelque chose de fantastique et d'extraordinaire. Et c'est ça que je veux que les gens fassent. Et c'est ça le message que je veux donner, quoi. Trop bien, je suis ultra reboostée pour le week-end là. Je te jure, ça donne une niaque. Je trouve que tu as entièrement raison et j'espère que ça va plaire à ceux qui nous écoutent et que ça va leur faire du bien. Merci beaucoup Nicolas, franchement pour tout ça, pour ta générosité dans ce que tu dis. Et ouais, c'est un très bel épisode optimiste et qui donne la niaque. Donc mission accomplie. J'espère. Si ça peut donner l'envie, c'est le plus important pour moi. Bon top. Merci Nicolas. Merci beaucoup.